pouvoir commencer. Je vais procéder à l'appel. Président. Bernard Alban. Il y avait un pouvoir. D'accord. On va prendre note. Je continue. Mireille Pétia. Alain Campion. Oui. Nathalie Cazu. Pascal Cognat. Bernadette Dagonnet a donné pouvoir à Christiane Mison. Corinne Dudu. Olivier Dumas. Présent. Cyril Duval. Oui. Nelly Duvernet. Oui. Carole Fauvette. Oui. Marie-Ange Pavel. Oui. Virginie Fraisse. Oui. David Garros. Présent. Pierre Gobet. Présent. Jean-Sébastien Laurent. Pierre Diagre a donné procuration à Virginie Fraisse. Anthony Moffroy a donné procuration à Philippe Pro. Hélène Mercier. Présent. Christiane Mison. Présent. Anne-Marie Perret. Présent. Philippe Pro. Présent. Marielle Thomas. Oui. Pierre Bouillon. Présent. Nicolas Zilaski a donné procuration à Bernard Alban. Et moi-même. Je vous fais passer la feuille de présence. Alors, nous allons nommer une secrétaire de séance. Je vois que le carnet est déjà pris. Si vous le voulez bien, Nathalie Cazu se propose. C'est très bien. Je vais modifier l'ordre du jour du tableau qui est présent. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'il y a une présentation du Castel de Valrose qui va être effectuée et il y a, vous avez pu constater, le film caméraman qui est présent, et pour qu'on se sente un petit peu plus à l'aise, qu'il puisse circuler parmi nous, donc ça permettra comme ça de pouvoir fonctionner. Alors, ce qui signifie que la présentation, on aura l'installation d'un nouveau conseiller municipal, la modification de la composition des commissions, ensuite on effectuera le bilan des consultations des rythmes scolaires, on fera la présentation en suspension donc, de l'ordre de la séance pour la présentation du projet du Castel de Valrose. Et ensuite, on reprendra dans l'ordre 3, 4, et ainsi de suite, des budgets et la suite. Voilà une belle soirée en perspective que nous allons passer ensemble. On y voit ça. Comme annoncé, on va passer donc, à l'approbation du compte-rendu du conseil municipal du 12 décembre. Est-ce qu'on avait eu des observations? Pas d'observations? On va passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie. Donc, dossier 1 à l'ordre du jour, installation d'un nouveau conseiller municipal. Comme annoncé au précédent conseil, nous avons eu la démission de Corinne Mellet et nous avons le plaisir de recevoir David Garros, ici, donc, qui était un suivant de liste, mais pas méconnu de certains élus puisqu'il participait déjà à la vie municipale dans certaines commissions. Eh bien, bienvenue David. Merci. Le dossier numéro 2 est la modification de la composition des commissions. Alors, on va demander à David dans quelle commission il le souhaite. Donc je souhaite rentrer dans la commission vie associative scolaire. Très bien. Cela fait toujours des heureux pour les adjoints. Eh bien, nous allons procéder au vote. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Eh bien, très bien David, c'est chose faite. Nous allons procéder donc maintenant, je vous le disais à l'instant, au bilan de consultation des rythmes scolaires.
pour rappel, la municipalité s'était engagée dans une consultation participative des citoyens concernant cette réforme des rythmes scolaires, puisque nous étions organisés sur une semaine de 4 jours et demi. Comme vous le savez, la loi permet d'avoir une dérogation et d'avoir le choix de passer à 4 jours ou de rester à 4 jours et demi. Nous avons soumis auprès des parents un vote électronique. Chacun a pu participer de son domicile directement, un vote sécurisé aussi, qui a permis également à chaque parent de pouvoir s'exprimer. Nous avons réalisé une réunion publique qui a été faite à l'attention des parents pour leur expliquer les intentions et les conséquences aussi d'une suppression de ce service. Puisqu'il ne faut pas oublier le sens de la réforme, comme il avait été instauré, c'était pour le sens de l'enfant. C'est un élément qui a été énormément rappelé pour les parents, sur lesquels la décision, on le sait bien, que la vie d'adulte mène certaines fois à des décisions un peu plus complexes. Pour la vie des enfants, on pense notamment à son travail, qui nous emmène à travailler un peu plus loin et à faire des transports. Tenant compte de toutes ces considérations, nous avons eu le retour du vote des parents, donc à une participation que l'on peut souhaiter à beaucoup d'autres élections, puisqu'il est de 60,98%, donc on peut considérer qu'il y a peu d'abstention, et que le résultat, il est pour un retour d'une semaine à 4 jours, un résultat de 63,23%. Hier soir, le conseil d'école extraordinaire a eu lieu. Je regarde Cyril qui était présent, Nelly et Jean-C aussi. Et lors de ce conseil d'école, donc les parents, les enseignants et les élus ont dû effectuer un vote aussi. Le résultat, que ce soit pour l'école maternelle et l'école élémentaire, est la même traduction que celle qui vous est présentée ce soir. Donc, le conseil d'école a validé également donc, le retour aux 4 jours. Ce qui vous est proposé ce soir, c'est de voter à notre tour, conseil municipal. Je ne vous cache pas que nous l'avions déjà évoqué et que c'est l'avis des parents qui, pour nous, était prépondérant. Et dans ce sens-là, nous avons effectué la consultation, mais bien entendu, vous votez en votre libre conscience. Est-ce qu'il y a des questions? Bien sûr. Je voulais savoir, dans cette consultation, est-ce que les enseignants ont pu faire un retour sur la fatigue des enfants? Parce qu'il faut savoir qu'au départ, ce qui avait été décidé, c'était pour justement alléger la journée de classe des enfants, Oui. et donc qu'ils soient moins fatigués, logiquement, en fin de semaine ou jusqu'aux vacances. Donc il aurait été intéressant de savoir si les enseignants ont constaté si ces enfants étaient moins fatigués, plus fatigués, etc. Et je suppose que le constat n'est pas le même en maternelle et en primaire. C'est tout à fait ça, la mise en ligne. Voilà. Alors ce constat, il était noté dans le diagnostic que nous avons mis en concertation. Donc c'est celui qui a été discuté dans la réunion publique, mais également sur le site de la commune. Ce diagnostic faisait état de l'avis d'une réunion préparatoire que nous avions eue et du retour des enseignants et des directeurs, puisque chaque directeur d'école était présent, et des retours des parents d'élèves, des représentants des parents d'élèves. Donc dans notre diagnostic, il y avait un diagnostic qui était plutôt national, qui donnait des sentiments, et non pas des retours d'expérience, parce que c'est un petit peu court, hein, sur 2 années malheureusement. Et ce retour d'expérience, donc, notifiait bien au niveau des enseignants 2 avis un petit peu différents. Sur la maternelle, sans discussion, ça s'est d'ailleurs retrouvé au niveau du conseil d'école, unanimement, c'était le retour à 4 jours. Ce n'est pas le même avis qui était partagé par l'école élémentaire, cet avis-là au niveau des enseignants était partagé. Donc on voit bien qu'il y avait, vous avez raison, une différence entre les deux, et la réforme du rythme scolaire pour les petits était plus difficile à mettre en place, hein, du fait du repos nécessaire, et il était ressenti par les professeurs des écoles et la directrice, plus de fatigue en effet. Et ça paraissait bien, donc dans le diagnostic,
que les parents ont pu consulter. Vous l'avez ici. Donc ça, c'est un petit compte-rendu de la réunion que nous avons eue avec eux pour justement évoquer aussi le ressenti de l'école de Montréal. Et ça, c'est sur le site de la mairie, ça. C'était sur le site de la mairie, c'est-à-dire que tous les parents qui ont reçu le code ont également eu le lien pour pouvoir consulter tout le dossier. D'accord. Donc ils ont eu connaissance de ces éléments avant de pouvoir voter. Pour cette raison, je vous ai résumé brièvement un petit peu le sens, parce que c'est un peu plus d'une vingtaine de pages, hein, ce document, qui est donné par l'Union des familles, l'avis donné par l'Éducation nationale, donc des avis déjà partagés et tranchés aussi, hein, de part et d'autre. Et puis le deuxième point, les personnes qui intervenaient dans les TAP ou NAP, comment ça va se passer Eh bien, puisqu'elles n'interviendront plus. exactement. Alors ça a des conséquences, hein, c'était aussi noté dans le rapport, des conséquences sur l'emploi, directes, là dans le cas présent. Directes parce que c'était un peu plus d'une vingtaine d'emplois que nous avions. Certes, on pouvait les considérer comme précaires, puisqu'avec moins de 20 heures par semaine, mais ceci dit, les associations vont être aussi bousculées, parce que c'est des recettes qui vont être en moins, la qualité des activités était aussi pertinente, donc, et puis l'effet sur notre personnel aussi, puisque nous avons une coordinatrice, et que la coordinatrice a une partie de son travail, j'allais même dire une grosse partie de son travail, eh bien, qui est à réaffecter différemment. Donc ça va mener une réflexion supplémentaire. Quant au niveau budgétaire, je le rappelle, vous le savez, pour nous, il n'y avait pas de différence. Qu'on soit à 4 jours ou à 4 jours et demi, à quelques 1000 euros près, sur les plus de 70 000 euros de dépenses, on était équilibré de par la participation financière des parents. De l'État. Et de l'État, bien entendu. Et c'était une des conditions. J'avais interrogé lors des vœux monsieur le député, quand il était présent, savoir s'il était mis en doute la possibilité ou pas, justement, de la non-continuité de ce fonds. C'était pas remis en question, ce qui voulait dire que pour notre part, on pouvait continuer en ce sens-là. Tout ça, ça a bien été rappelé dans le rapport, justement. Au même titre que le transport, ça ne devait pas être une incidence de réflexion sur le changement de cette affectation. Non, mais Christiane a posé la question. Les deux questions posées, donc il n'y a pas de problème. Justement, sur le transport et les changements d'horaire d'ouverture d'école, puisque si on revient sur 4 jours, il y aura des changements d'horaire. Le transport va pouvoir suivre. Je me souviens à la mise en place que Cyril avait énormément travaillé avec les transporteurs. C'était une grosse difficulté de changer les horaires, et là on revient en arrière. Tout à fait. Alors, Madame la directrice de l'école maternelle s'était empressée et a bien fait auprès du service de transport pour s'assurer qu'en fonction du choix des horaires qu'ils effectueraient, parce qu'on revient aux horaires qui étaient identiques à ceux d'avant la mise en place de la réforme, avec un élément quand même important qui est d'un quart d'heure d'écart entre les deux, de part Vigipirate. C'est-à-dire qu'il y a un décalage supplémentaire qui se fait entre l'ouverture des écoles, là c'est le plus probant. Et une fermeture quand même qui est beaucoup plus tôt le soir, puisqu'on ferme à 16h30 au lieu de 17h. C'est les principaux décalages que je peux vous rappeler. Mais donc pour ce qui est du transport, évidemment, on a à nouveau à se mettre en œuvre pour pouvoir recontacter, tout du moins, ça sera lancé, puisque maintenant on a des positions conformes, que ce soit, j'attends de voir le vote de ce soir, que ce soit le vote des parents, celui-ci ne compte pas, mais le conseil d'école, le conseil municipal, et puis ensuite l'éducation nationale, qui apportera son dernier mot sur ce que nous avons proposé. L'éducation nationale émettrait un avis négatif si on ne respectait pas la réglementation, c'est-à-dire la pause méridienne par exemple. Ce qui n'est pas le cas, on a fait très attention pour que l'éducation nationale et la commission n'émettent pas un avis défavorable, puisque cette commission ne se réunira qu'au mois de juin. Et donc peut-être avant, si on arrive à tout transmettre les documents. Au niveau du centre de loisirs, mercredi matin, comment ça va se passer? Est-ce qu'ils vont reprendre l'ouverture du mercredi matin, puisqu'il n'y aura plus d'école? Oui. Alors, le centre de loisirs de la communauté de communes Visiomo va effectuer son ouverture depuis début janvier, puisque ça a été remis en place rapidement.
Ce qui fait que pour nous, pour le mois de septembre, donc ça sera bien entendu en fonction. Voilà, puisque déjà des collectivités, d'autres communes voisines avaient pris cette décision-là. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons pouvoir passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Eh bien, donc il y a l'unanimité pour le passage à 4 jours. Je vous remercie. Je vais réaliser donc la suspension de séance pour arriver à la présentation du projet du Castel de Valrose. Avant ceci, je vous le disais tout à l'heure, donc il y a une équipe pour un reportage qui est présente ici. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne souhaitent pas être filmées? Vous pouvez bien lever la main. Ah bien voilà, qui est parfait, je vous en remercie. C'est parfait. Alors, par mon téléphone, je vais me faire un petit retour image de l'autre côté, puis comme ça, je n'aurai pas besoin de me retourner au fur et à mesure pour regarder les écrans. Alors, on va faire une présentation du projet d'exploitation du Castel de Valrose et un petit peu d'historique, puisque je pense qu'il est essentiel pour connaître ce bâtiment, et si on souhaite le faire, pour certains, c'est peut-être un rappel, mais pour d'autres qui ont rejoint le conseil municipal en cours de route, je pense à David, à M. Dumas et à Mme Dudu aussi, donc de rappeler un petit peu cet historique. Le Castel de Valrose, ou la villa Valrose, est un bâtiment qui a été construit en 1928-1930 par un architecte, M. Weber. Alors, M. Weber, vous le voyez, c'est le fameux architecte, un architecte de Villefranche-sur-Saône, et quand on entend parler de marché couvert, on entend parler aussi de cet architecte. Le premier propriétaire était un monsieur Ernest Selle. Et vous avez vu, s'il y a une image de lapin, c'est parce que ce castel a vécu différentes orientations, tantôt un élevage de lapins, tantôt de la restauration, tantôt d'autres opérations. Donc ce bâtiment a vécu plusieurs commerces différents. C'est un bâtiment qui a une superficie de 200 mètres carrés par plancher, c'est-à-dire 2 étages, 400 mètres carrés de surface, plus un aujourd'hui non exploité, les combles, 200 mètres carrés supplémentaires, et il y a un toit un peu moins, parce qu'il y a un toit de terrasse, donc on va peut-être lui enlever, et, oui, pas tout à fait habitable aussi, parce que les toits étant un peu pentus, on peut se cogner un peu la tête. Ceux-ci ne sont pas ménagés, donc ce n'est pas le sujet véritablement de ce soir. Et la dernière utilisation de ce bâtiment était des chambres d'hôtes, le Castel de Valrose, chambre d'hôtes, enseigne que l'on retrouve sur le boulevard de la République. Ce bien était estimé à une hauteur de 700 000 €. Ce bien qui est estimé à 700 000 € a eu beaucoup de travaux qui ont été réalisés. La commission tourisme s'est rendue sur place. Les élus qui ont pu visiter ce bâtiment ont pu voir que des travaux luxueux ont été réalisés. Vous avez pu constater des magnifiques pièces, comme les salles de bain, comme ainsi de suite, et j'y reviendrai. Je vais revenir sur le côté technique du legs et comment on a eu cette attribution, puisqu'il s'agit donc de M. Michel Tournebise, défunt, qui dans son legs a assorti des règles. Des règles qui peuvent paraître assez strictes, puisque c'est une non-revente du bien pendant 50 ans. Et c'est également une rente viagère, donc pour sa maman, d'un montant de 2 000 € par mois réactualisable, et puis aussi donc un bâtiment à vocation culturelle. Alors vous pouvez le constater, après le 19 juin 2012, ce n'est qu'en le 15 novembre 2016 que nous sommes devenus réellement propriétaires, c'est-à-dire passage d'acte devant chez notaire. Ceci dit, de 2012 à 2016, ça ne nous a pas exonérés
de régler les dettes accumulées, c'est-à-dire la rente et les taxes foncières, bien entendu. C'est un legs qui était bien compliqué, puisque 2 notaires s'y sont cassés les dents. Donc, une opération qui était d'une complexité sans nom. Et c'est avec les domaines, donc les services de l'État, directement, que le legs a pu être réglé. En définitive, donc vous avez vu, en 2016. Je le disais tout à l'heure aussi, assorti d'une dette donc, que nous avons réglée de 86 000 €. Le retour en arrière était-il possible? On s'est posé toutes ces questions du fait que nous ne soyons pas passés devant notaire. Y avait-il des possibilités de revenir sur ce qui avait été évoqué? Bien, la révision des charges du legs, si on voulait les remettre en question, il faut aller devant le tribunal et mettre la main devant le tribunal pour demander, et ceci au bout de 10 ans, de dire que nous souhaitons réviser le montant de la rente qui est versée, à condition de prouver que financièrement nous ne sommes pas en capacité. Bien entendu, ce n'est pas par simple plaisir. Il y a aussi une main levée d'inaliénabilité, c'est-à-dire qu'en aucun cas on ne peut se séparer de ce bâtiment, ou alors, encore une fois, devant le tribunal, à justifier que nous sommes dans des réelles difficultés financières. La révocation de legs, je vous en parlais tout à l'heure, ça a été une grande discussion sur laquelle il n'y avait aucun retour possible. Quand la décision du conseil municipal a été prise, il fallait aller à l'acte notarié. C'était indispensable, on ne pouvait plus reculer. Le bâtiment d'aujourd'hui, ce sont 2 salles à manger, une cuisine, un hall d'accueil et une piscine intérieure. Alors, vous le voyez, ce n'est pas la photo la plus facteuse qui vous est présentée sur ce document, puisque c'est le bâtiment, il était fermé de 2012 à fin 2016. Et la piscine était certes sécurisée par le rideau qui était fermé, mais toujours en eau. Je dirais, au pied de la dombe, on aurait peut-être pu élever des grenouilles. Elle était fermée, il n'y a pas eu beaucoup de temps. À l'étage, au R+1, donc, nous avons 4 chambres, plus une suite avec salon. Ce qui représente environ donc 5 chambres. Je vous parlais des combles tout à l'heure, et voilà la surface de 95 mètres carrés, plus exactement, qui peut être utilisée. Vous pouvez constater que si on voulait l'aménager, eh bien, sortez le carnet de chèques. C'était un débat que nous aurons tout à l'heure, donc ce n'est pas prévu dans un premier temps. Nous ne voulions pas vous effrayer. Les limites du bâtiment, c'est un bâtiment qui est à une forte valeur patrimoniale, avec des éléments, je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez les constater, de très jolis éléments. Que ce soit le lustre, grandiose, digne d'un château, avec des baignoires, pratiquement dignes d'une piscine aussi, et puis des marqueteries. Mais vous avez également toutes les salles de bain, beaucoup d'éléments qui montrent la qualité des matériaux et le luxe aussi qui était voulu par M. Tournevis. Certainement princier, comme dit Philippe, mais on s'approche vraiment de l'idée du charme et du luxe. Voilà. Mais de ce fait, le bâtiment étant équipé comme ça nous laisse très peu d'évolution sur ce type-là, puisque évidemment, il faudrait tout détruire. Et je crois que ce n'est pas dans l'air du temps, et encore moins dans nos valeurs, que de détruire ce qui est existant, et surtout d'une telle valeur. Pour ce qui est du bâtiment, évidemment, les questions se sont beaucoup posées sur qu'est-ce qu'on pourrait en faire de ce bâtiment. Bien, l'accessibilité est la problématique majeure. Vous le savez, on a
traité un agenda d'accessibilité. Nous en arriverons pour la collectivité à plus de 800 000 €. Je suis généreux, parce que pour certains bâtiments, on les a transférés d'autres façons sur d'autres travaux, et que ça aurait été encore un complément pour ce type de bâtiment, mais on vous en parlera malgré tout du chiffrage, au moins de l'accessibilité d'un rez-de-chaussée et pas des étages. Il ne faut pas oublier que la valeur patrimoniale de ce bâtiment est aussi à préserver, et quelconque aménagement spécifique changerait la configuration, soit extérieure ou intérieure de ce bâtiment. Il y a des charges fixes importantes que nous allons pouvoir vous détailler dans les chiffres et les tableaux qui vous seront présentés. Et le potentiel de chambres, vous l'avez compris, il est limité, 5 chambres. Et si on voulait aller plus loin, eh bien, cette complexité d'accessibilité nous reviendrait en effet boomerang, pour la bonne et simple raison, c'est qu'à partir jusqu'à 15 personnes dans le bâtiment, nous ne sommes pas soumis à l'obligation de mettre en accessibilité le bâtiment. Au-delà de 15, mise en accessibilité obligatoire. Donc quand on vous dit potentiel limité, vous avez compris que pour avoir plus de recettes, eh bien, il faudrait aménager les combles. Et que pour aménager les combles, on doit traiter l'accessibilité. Alors, dans tous ces travaux, il est évident que nous n'allons pas tout faire, et c'est une liste qui vous sera proposée, elle est loin d'être exhaustive, et loin de remettre le bâtiment à neuf, puisque tout le bâtiment est toujours en simple vitrage. Donc il sera énergivore. Ce n'est pas du tout dans les actions que nous menons aujourd'hui, sur les autres bâtiments publics, de limiter la consommation énergétique, mais ça restera, et ça devra rester à l'esprit, qu'il faudra absolument maîtriser les dépenses de fluide par la suite pour ce bâtiment. Oh oui, les responsables des deniers, je comprends ces inquiétudes, mais je dis bien pas tout de suite, bien évidemment, mais ça devra toujours être une réflexion présente dans l'esprit de chacun. Alors, ce bâtiment, vous avez pu le voir, il est encore sur les sites internet, c'est un bâtiment et un produit d'exception pour un gîte, une chambre d'hôte, puisqu'il a tous ces aspects chaleureux pour accueillir des familles. Et non seulement il a ces aspects chaleureux pour les recevoir, mais également, on est dans un secteur géographique où il n'y a pas de produits concurrentiels comme celui-ci. Nous sommes allés regarder avec Marielle et sa commission, on l'a également consulté, sur un gîte disposant de 15 places avec une piscine intérieure couverte sur la région Rhône-Alpes, et je vais la rétrécir au département de l'Ain, du Rhône, on est à Sarcelles au plus près, et que sinon c'est un produit qui est quand même assez rare. Notre positionnement est aussi important. Je vous rappelle le rapport qui a été diligenté par la région, que nous avons effectué pour le développement touristique du camping, et qui relate bien que Montmerle est un pôle de passage aussi. Un pôle de passage pour les transits nord-sud, mais également un pôle de visite. Certes, de court séjour, puisqu'on a les visites lyonnaises, mâconnaises, du Beaujolais et de la Drôme. Ceci, c'est un équipement, vous pourrez me dire, qui est limité au niveau du nombre de places, mais je vous rappelle aussi que nous en avons un autre, digne aussi, qui est le camping municipal des Mûriers, 3 étoiles. Donc, si on avait une complexité, il est évident, de place, nous avons encore des disponibilités, certes pas dans le même luxe, mais qui ressemblent aussi à pouvoir accueillir des familles qui pourraient demander plus de place suivant les événements. Je pense au mariage par exemple, aux grands anniversaires et les rencontres familiales. Dans l'aspect culturel, vous n'êtes pas sans savoir que nous développons un projet médiathèque 3D. Et ce projet médiathèque 3D permettra de s'inscrire au niveau de ce bâtiment et d'effectuer des animations culturelles, mais dans la limite, attention, des personnes recevant du public, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du bâtiment, c'est plus complexe. Au niveau de la cour, ça l'est moins.
Donc toujours tenant compte de ces éléments. Mais ces éléments, si on veut les développer, je vous le disais tout à l'heure, l'étude a été effectuée de dire, et si on traitait en accessibilité le rez-de-chaussée, je vous parlais donc des salles de restauration, ce qui nous permettrait d'avoir directement une capacité de 60 personnes et non plus de 15. Pas autant pour les chambres, ça ne change rien, mais au moins pour la partie basse. Ce qui laisse une hypothèse supplémentaire de location de salle ou d'effectuer des mariages dans une solution, c'est-à-dire où je peux dormir, et de recevoir la famille pour un repas, une continuité. Je ne vais pas dire les conscrits, bien qu'ils soient sages chez nous, mais c'est un bâtiment très précieux. Les enjeux d'exploitation, ce sont d'abord d'amortir les charges incompressibles. Et évidemment, sans les augmenter par une exploitation. On se rendra compte que quand on va exploiter, ben évidemment, on consommera un peu plus. Dans les chiffres qui vous seront présentés, tout ceci est pris en compte. On aura 10% de chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'on a un taux de remplissage de 5%, on va consommer un peu plus d'eau, on va consommer évidemment un peu plus de chauffage. Tous ces chiffres vous seront résumés, bien entendu, mais je peux vous assurer qu'ils ont été faits dans le détail, au même titre que si on avait monté un budget annexe. Le tout, vous l'avez compris, limiter les budgets aussi, c'est limiter les travaux, c'est aller à l'essentiel sans pour autant sacrifier la qualité. Et ceci, il le faut un lancement rapide, un mot dur pour une administration, et pourtant, vous le savez, c'est un déficit récurrent que nous ne devons pas continuer de supporter. Et évidemment, avec tous ces éléments, on est dans le respect du légataire, et dans ce respect légataire, je m'étais approché de sa maman également pour vraiment être dans l'axe de son fils, des volontés de son fils. Le choix du projet. Un choix du projet culturel et touristique, vous avez les définitions de ce qu'est culturel. Culturel au sens large, quand on va aller dans les définitions, c'est assez complexe, hein, puisque d'un côté, la culture, c'est la culture mais, qui peut aller jusqu'à l'agriculture, mais c'est la culture sociale, c'est la culture des arts et des plastiques, on a un petit peu tout à l'intérieur. Ce qu'on peut traduire au vu du bâtiment et des travaux qui ont été réalisés, c'est que certainement M. Tournevis s'orientait sur ce culturel, art et culture. Donc art et culture, c'est vrai que c'est assez large aussi, la culture culinaire, vous l'avez vu. Ceci dit, c'est pour cette raison que je parlais de projet médiathèque, et que ça peut s'inscrire justement dans ce bâtiment. Ce n'est pas obligé d'être des expositions permanentes, mais dans une certaine limite aussi encore d'accueil du public. Tout ça pesé dans la balance, vous pouvez constater qu'évidemment, si on était uniquement dans un projet purement et simplement culturel, la rentabilité peut être pas la même. Et je parle en gestion directe, communale. C'est sans passer par entreprise. Donc avec les compétences que nous disposons. Le choix du projet, vous l'avez ici, synthétise globalement comment on peut englober ce projet. Avec, vous l'avez, l'hébergement touristique qui prend la place prépondérante, sur lequel on peut adjoindre cette fameuse salle polyvalente dont je vous parlais, ou salle de réunion, salle d'exposition, comme vous voulez. Donc c'est le rez-de-chaussée. Et puis le développement d'activités culturelles, à ce moment-là, au rez-de-chaussée, c'est possible s'il est aménagé en accessibilité, sinon en extérieur, ou alors, j'allais dire, ça va dépendre des décorations qui peuvent être mises à l'intérieur, mais qui n'apparaîtraient, tout du moins, des décorations ou de la vie culturelle, mais qui ne paraîtraient que pour les clients du gîte. Et l'utilisation ponctuelle pour d'autres événements, comme des événements phares, nous connaissons la
foire par exemple, eh bien, à condition uniquement que cette salle puisse être accessible. Et quand je dis la foire, 60 personnes, aujourd'hui, nous en prenons, eh bien oui, la salle n'est pas suffisamment dimensionnée, heureusement que nous en avons une autre. L'hébergement touristique, il y a plusieurs formes d'hébergement touristique. Il y a le meublé de tourisme. Le meublé de tourisme ne correspond pas vraiment à notre situation dans la définition telle qu'elle est. On correspond à deux types, gîte de groupe ou alors location de séjour. Chambre d'hôte, ça pourrait exister qu'à condition que le propriétaire soit dans les lieux. Ou alors qu'on ait une personne qui habite directement. Je ne me propose pas. Je vous le dis tout de suite. C'est pas... Non. Alors, gîte de groupe et gîte de séjour, la commission a beaucoup travaillé là-dessus aussi, sur le gîte de groupe et le gîte de séjour, et on va voir qu'il y avait l'aspect financier aussi qui est prépondérant sur les deux, puisque le remplissage n'est pas le même. Le gîte de groupe, c'est on loue tout le gîte. Le gîte de séjour, la location de séjour, on loue à la chambre. Donc j'ai une chambre pour 2 personnes, je loue une chambre de 2 personnes. Mais ça oblige à une présence beaucoup plus importante. Un état des lieux beaucoup plus important. À des actes de facturation, donc pour nous d'administration, beaucoup plus important. Et on va pouvoir constater qu'à la lecture, après des chiffres, ça a ses conséquences. On vous parlait tout à l'heure de la fameuse location de salle. Je vous ai déjà donné le dimensionnement sur ce qui pourrait être réalisé. Sur la classification, ça ne changerait rien au niveau des travaux, puisque la classification au niveau du service départemental d'incendie, vous savez, les risques de feu, on n'est pas sur du stockage, n'oblige pas à ce que tout soit ignifugé, ce qui serait considérable au niveau du coût. Mais vous avez les capacités, vous voyez, des personnes pour la salle, comme je vous le disais, et puis à l'extérieur, donc 150 personnes. On vous donne la distinction des types de location sur le gîte de groupe, le gîte d'étape ou la location de séjour, dont je vous parlais tout à l'heure. On est sur des formules un petit peu différentes. Et pour pouvoir, si on avait souhaité, parce qu'on s'est posé la question de mixer les deux, de dire, bah oui, mais si j'ai personne qui est dans ma location de groupe, si on effectuait juste une location de chambre, il faut la présence. Donc les coûts ne sont pas les mêmes. Et nous n'avons aujourd'hui pas cette présence. Je dis bien aujourd'hui, puisque ça amène à la réflexion sur le développement du camping, de notre autre hébergement touristique à proximité, de dire, mais et si demain nous avions quelqu'un toute l'année, nous aurions bien quelqu'un à proximité. Vous voyez bien que ça emmène encore à d'autres réflexions. Vous avez des tarifs de location en partant sur l'idée que nous nous classerions sur 3 épis. Bien ça, Marielle. Et vous avez une indication donc des prix en fonction du type de gîte. On le rappelle, l'estimation des charges, le tableau qui va vous être présenté, il y aura sans exploitation, c'est-à-dire si on ne prend aucune décision, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est le minimum de ce qu'on doit payer quoi qu'il en soit. Avec l'hébergement touristique, qu'est-ce que ça donne? Et si on avait les locations de salles, le rapport aujourd'hui de l'investissement et des recettes n'est pas probant, mais ça reste une idée à penser. Ce n'est pas une idée retenue par la commission. Alors, vous avez ici, sur ce tableau, toutes les charges fixes. Le coût, on vous en parlait depuis un moment, c'est à minimum 37 000 € le coût de fonctionnement. Sans exploitation.
C'est-à-dire que si on prenait la décision de ne rien faire, on sait pertinemment que ce bien coûtera aux contribuables 37 millions par an. Nous sommes allés évidemment étudier, ça va être les tableaux suivants, les possibilités de recettes, bien évidemment. Ce tableau qui vous est présenté, alors évidemment, hein, on pourra détailler à chaque ligne, pour les férus de comptabilité, de voir les évolutions sur toutes les lignes d'eau, électricité, de chauffage. Et si ce bâtiment devient en activité, bien je vous le disais tout à l'heure, plus il est en activité, plus il est censé générer des coûts supplémentaires. Je vous le disais, consommation d'eau, de chauffage, de ménage, d'entretien des bâtiments, donc obligatoirement, ça génère des frais supplémentaires. Ces frais supplémentaires, vous les avez ensuite en fonction du taux de chiffre d'affaires réalisé. C'est-à-dire que plus le chiffre d'affaires augmente, plus le bâtiment tourne, plus il y a des dépenses qui augmentent, mais plus il y a des recettes, évidemment, qui rentrent. Ce qui veut dire qu'à un moment, c'est ce que nous allons regarder tout en bas, c'est le point de rentabilité. Alors, on va juste remonter un tout petit peu au-dessus, s'il vous plaît. Hop, encore. Ouais, c'est pas facile, je sais. On va laisser viser. Top. À cet endroit qui est ici. Le total annuel, on retrouve nos 37 175. Ils sont ici. La mise en fonctionnement des travaux à mettre en place, le remboursement d'emprunts, la communication, la mise de personnel derrière, puisqu'on commence déjà à tout mettre en route, il faut que ça tourne. Ça génère 23 772 € supplémentaires. Donc on est à ce moment-là à 60 947. On est bien entendu des estimations. Vous nous connaissez, les financiers. Toujours prudent sur les dépenses, toujours plus de dépenses que ce qu'on pourrait réaliser. Et c'est tant mieux, parce que ça vous permet d'avoir un bilan prévisionnel pessimiste. On a mis s'il y avait 10%, 20%, 30%, 40%, vous voyez l'évolution de l'autre côté, en fonction de ce remplissage, l'évolution des dépenses. Alors celle qui porte le plus, c'est surtout l'entretien. Parce que la piscine tourne davantage, il faut aller l'entretenir davantage, il faut faire un suivi de nettoyage souvent, rapidement. Donc la blanchisserie, le linge, tous les services qui sont associés, évidemment, plus on a de monde, plus il faut que ça tourne. Voilà. Ce qui signifie qu'ensuite, on a travaillé évidemment sur les recettes. Sur les recettes, si on avait 10% de chiffre d'affaires, c'est-à-dire de remplissage, c'est-à-dire 13 unités. 3 tranches de groupe, j'étais sur la location de séjour. 3 nuitées par mois. D'accord? Si c'était ça, nous accusons un déficit supplémentaire. C'est rouge. Tout ce qui est rouge montre bien qu'on prend un risque supplémentaire. À 20%, on est à moins 43 000 au lieu des moins 37. On accuse un risque supplémentaire de 6 000 €. Et la progression, vous l'avez à partir du orange, c'est-à-dire que à 30%, à ce moment-là, on devient moins déficitaire que de le laisser fermer. C'est un bâtiment qui vit, qui fonctionne, et tout ce qui progresse au-dessus comble au fur et à mesure le déficit. Je vous le disais tout à l'heure, pour arriver à un bénéfice, il faudrait un remplissage de 70%. 70% de remplissage, mais avec une condition, encore une fois, très spécifique, c'est la rente.
si la rente, et on fera des simulations, n'existait pas ou n'existait plus, et évidemment, ces 24 000 € qui changent au niveau des dispositions sont présentées là. Alors, les réunions que nous avons eues avec le Gîte de France sur le type de produit comme celui-ci, Sur des 3 épis. sur des 3 épis, On est sur un produit d'exception. voilà, mais sur 3 épis uniquement, sans ce produit d'exception, c'est un taux de remplissage sur le territoire de 40%. Attention, pas 40% tout de suite la première année, hein, parce qu'il faut une évolution, on le sait, d'ici 3 ans, 4 ans. Ce qui fait qu'il faut une montée crescendo. Plus la montée sera rapide, évidemment, mieux c'est. Mais ce qui signifie que les questions se posent aussi également, pour cette raison que l'orientation a été faite par la Commission de choisir les gîtes de groupe pour éviter de construire nous-mêmes un site, d'animer nous-mêmes un site, de gérer les réservations aussi, puisqu'on confie ça à un groupe de renommée qui se chargera de tout ça. Évidemment, c'est pas bénévole, vous en doutez bien. Moyennant une commission de 13% pour une affectation exclusive Gîte de France. Mais on ne s'occupe absolument pas de la plateforme de réservation, des annulations et ainsi de suite. Ni de la communication. Et on bénéficie de leur réseau et de leur positionnement sur Internet et sur les sciences. On vous a fait une simulation également avec la location de séjour. Parce qu'on pourrait dire, ah oui, mais s'il n'est pas plein, on loupe 2 chambres. C'est bien mieux. Ou presque. Ou presque, parce que, je vous le disais tout à l'heure, là, il faut plus de personnel. Et dans la configuration dans laquelle nous nous trouvons, bien la difficulté, c'est que pour être dans ce fonctionnement-là, il faut qu'il y ait quelqu'un sur place. Voilà. Donc, le directeur me dit qu'il va le redire plus fort, finalement. Oui, simplement, la différence aussi avec le gîte de groupe, c'est qu'en gîte de groupe, on peut faire payer un tarif pour la blanchisserie et pour le ménage, pour les prestations de nettoyage, alors que sur de la location de séjour, quand vous venez pour une nuitée, vous ne venez pas avec vos draps et vous ne faites pas le ménage. Voilà, on est plutôt sur un raisonnement hôtelier, je dirais, que sur de la location de gîte de groupe. Donc forcément, il y a des recettes aussi inférieures sur la location de séjour par rapport au gîte de groupe. Alors vous comprendrez aussi que dans le fonctionnement des deux, il faut qu'on pense à notre impact concurrentiel. Et oui, hein, je pense que c'est la première réflexion qu'on doit avoir ici. Si on se basait uniquement sur des gîtes de séjour, on mettrait directement notre gîte en concurrence avec l'hôtelier du coin. Et les chambres d'hôtes, évidemment, aussi. En restant dans cette particularité qui est du gîte de groupe, on ne rentre pas en concurrence sur le local, sur notre collectivité, ni la commune, ni la communauté de communes. Donc vous voyez, là aussi, on rentre dans une particularité. On avait fait, je crois, on va aller à la simulation directement. L'évaluation des travaux aussi, peut-être avant, parce que je pense que c'est indispensable. L'évaluation du mobilier, c'est parce que tout à l'heure, 11 000 € d'annuité, mais ils font quoi avec ces 11 000 € quand même? Alors, on ne vous fait pas grâce de toute la liste, c'est-à-dire qu'on est allé estimer toutes les réparations. Toutes ces réparations, pour le remettre propre, il y en a pour 75 000 € environ, 78 000. Alors, auquel on n'a pas rajouté la chaudière, c'était déjà fait. Je vous le rappelle.
et l'accessibilité pour un montant d'environ 60 000 €. Grand PST linéaire. Élargissement des portes, parce que c'est pas loin, le passage de porte. Ouais. On est sur un bâtiment patrimonial, tout ça, les coûts sont encore plus importants que ce qu'on peut connaître dans les bâtiments habituels. Voilà, on vous a pas fait l'image aussi de la rampe et ce qu'elle peut représenter en bisu sur la cour. Et ça aussi, ça c'est important. Ça. Pour respecter le cachet des lieux, en effet, c'est un nouvel exercice à ajouter. Sur le matériel, l'équipement, donc vous le savez, il y a tout le mobilier qui est à acheter. Grosso modo, c'est la même somme. Oui, alors moi je suis arrivée en retravaillant un peu le truc, grosso modo, il vaut mieux partir là-dessus comme tu dis. Il vaut mieux partir sur plus de dépenses qu'il y en aura. Voilà, Marielle va faire toutes les ventes aux enchères pour trouver des solutions Mais moins chères. j'aimerais bien, mais il ne veut pas. C'est bon, vente aux enchères. Ah, intéressant. Ouais, parce que j'ai vu qu'il y en avait une à Bourg-en-Bresse, là, avec un magnifique billard. Alors, je ne sais pas si ce sera 500 € le billard. Donc, ce qui fait. Les configurations linéaires, l'explication de ça. Oui, tout à fait. Là, il peut être réduit un petit peu. Hein. On a considéré que s'il y avait l'allocation des salles, tout le mobilier était à l'intérieur.